Si le rire a plusieurs facettes, l'ironie, l'humour, le grotesque ou le non-sens notamment, le sacré a aussi plusieurs visages. Il y a par exemple un sacré philosophique dont on peut trouver des traces dans les grandes cathédrales de la raison qu'ont parfois édifiées les philosophes. Mais au pied de ces grands édifices théoriques, de ces temples du sérieux et des vérités verticales, on rencontre aussi d'autres personnages. Des philosophes rieurs, comme Diogène et Nietzsche, et puis cette petite servante de la région de Thrace que l'on croise dans le Théétète de Platon. Cette femme qui éclate de rire quand elle aperçoit un philosophe regardant le ciel, absorbé par ses méditations, tombé dans un puits. Jean Morel. Cet épisode du Théétète est particulièrement exemplaire des risques que prend le philosophe à vouloir essayer d'atteindre le ciel des idées. Je pense que la vérité profonde de cette petite histoire, rapportée par Platon, n'a pas encore été complètement explorée. Et si le philosophe tombe dans le puits, il ne s'agit pas simplement d'un échec, il s'agit peut-être au contraire de la vérité profonde de la philosophie. Plus elle monte haut, plus le singe monte haut, plus il monte son derrière. Et donc je pense que Platon, indirectement, a voulu suggérer une vérité transversale, une vérité féminine, une vérité démocratique, qui se retrouve peut-être obscurément dans un autre petit détail de l'œuvre de Platon. C'est au début du banquet, il y a un petit personnage qui est le support même du texte du banquet, c'est celui qui rapporte la mémoire du banquet, qui est Aristodème. Eh bien, c'est un personnage qui ne participe pas au banquet, qui s'appelle Aristodème, c'est-à-dire l'aristocrate du peuple. Et c'est lui à qui Platon confie en quelque sorte le soin de transmettre la vérité aristocratique, non pas démocratique, mais aristocratique de sa pensée. Alors il y a là quelque chose de très pervers de la part de Platon, mais qui témoigne peut-être d'un remords. Peut-être que Platon était-il obscurément encore disciple d'Aristophane. Et peut-être pensait-il que la vérité philosophique, qui est très sérieuse, devait quand même payer un impôt au rire, obscurément. Puisque par ailleurs, Platon condamne le rire. Ah oui. Le rire qui déborde l'homme, le philosophe, qui doit être maîtrisé dans la République, notamment. Platon dit... Tout à fait. Dans la République, on sait très bien que Platon dit il ne faut surtout pas que les arts contrient, parce que cela provoque un déplacement. Cela provoque une mise hors position, hein, une déposition de la philosophie, puisque la philosophie est installée depuis Platon, on sait très bien que la philosophie doit s'installer. Et alors, le rire est particulièrement la puissance de la désinstallation ou du déplacement. Le rire est, par excellence, le principe de l'explosion, de l'éclatement, de la dispersion, de la désinstallation et de la perte d'autorité et de la perte d'unité et de la perte de soi. Je pense que dans la République, toute la République est en quelque sorte construite, puisque c'est un édifice qui est construit. La structure de la République est très édifiante, et la pensée de Platon est très édifiante. La référence, ça revient dans le politique, la référence à l'architecture est fondamentale, c'est le cas de le dire chez Platon, tout ça ce sont des pléonasmes. Et précisément, comme on retrouve ces métaphores chez Bataille, cette espèce d'architecture pyramidale a un ennemi par excellence, qui est le rire, qui fait tomber la hauteur et qui fait chuter en quelque sorte l'édifice. Peut-être la première. À la même époque, un certain nombre de philosophes prônent le rire, donc Diogène. Tout à fait. Et là, c'est très curieux, parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas, moi je ne suis pas historien de la philosophie, mais on ne sait pas si c'est dans Platon qu'est né en quelque sorte le cynisme, ou si Platon a en quelque sorte pris le train en marche du cynisme. Mais toujours est-il que pour des lecteurs attentifs, il est certain que la République est une polémique souterraine, obscure, avec les cyniques. Ce n'est pas un hasard si, dans la République, on lit cette chose extraordinaire, n'est-ce pas ? La nature philosophique est comme la nature d'un chien de bonne race. Et il est certain que si Platon écrit ça, dans la République, c'est qu'il a en vue les mauvais chiens. C'est-à-dire les chiens qui ne sont pas de bonne race, les chiens errants, les chiens qui ne sont pas chiens de garde, puisque pour Platon, le bon chien, c'est celui qui garde la cité, et qui garde la maison, et qui sait distinguer entre les amis et les ennemis. Alors, cette image-là, elle n'est pas indifférente, et elle est certainement stratégique, ou elle est certainement polémique, elle est liée à l'existence, à côté de Platon, en face de Platon, devant la maison de Platon et devant l'Académie, d'un mauvais chien qui est précisément le chien errant, le chien qui mord, le chien du rire, le chien diogénique, le chien cynique. Alors, le rire aurait peut-être des rapports avec l'animalité, précisément. Est-ce qu'il ne dirait pas
dans une certaine mesure, une vérité du corps. Tout à fait. Alors, justement, c'est le corps errant, c'est le corps multiple. Qu'est-ce que ça veut dire, l'animalité? Qu'est-ce que c'est que l'animalité depuis les commencements de la culture occidentale? L'animalité, c'est la multiplicité infinie des formes, c'est la multiplicité infinie des bruits, la multiplicité infinie des ruses. Et alors ça, on oublie toujours que pour les Grecs, et là, les travaux d'Étienne et Vernon sont ici pour nous aider à comprendre, pour les Grecs, l'intelligence est d'abord animale. C'est à partir du modèle animal que les Grecs ont appris ce que c'était que l'intelligence. On en arrive à cette idée très curieuse qui fait que c'est la bêtise qui est la source même de l'intelligence humaine. Et alors, dans ces conditions, on voit bien que toute la culture grecque est travaillée par, d'un côté, une exigence philosophique d'installation de raison, on pourrait appeler ça une espèce de fascination de la raison dressée, installée, et puis d'un autre côté, on a cette espèce de réalité de la technique grecque, de l'art grec, de la mythologie grecque, qui est précisément une expérience extraordinaire de la multiplicité des métamorphoses, de la multiplicité des manières d'être dont le modèle et dont la matière est essentiellement animale. Le rire peut donc se fonder sur une certaine animalité, mais également peut-être sur une certaine urbanité. Le rire, notamment le rire des cyniques, se déploie sur la place publique. Oui, ce rire qui se déploie sur la place publique, d'abord il faudrait dire qu'il est par excellence le dehors de la cité platonicienne, de l'académie. Imaginons l'académie qui est une sorte de monde intérieur de la pensée qui se pense elle-même, le connais-toi toi-même de Platon, et devant l'académie, eh bien, il y a cette espèce de dehors, et le dehors c'est le rire. Le rire, c'est précisément l'impossibilité de retenir la pensée sur elle-même, l'impossibilité d'enfermer la pensée dans le soi-même, c'est le fait de s'ouvrir à l'autre. Le rire est forcément communicatif. Le rire est forcément impossibilité de retenir ses idées. Les idées ne sont pas à moi, mais elles sont abandonnées à ceux qui les écoutent. Il n'y a pas de secret dans le rire. Il n'y a pas toute manifestation de rire suppose l'explosion et l'éclatement d'un secret et l'éclatement de l'identité de celui qui rit. Rire aux éclats, ou même sourire, ou même rire sans bruit, c'est forcément ouvrir l'abîme d'une bouche qui abîme en même temps la parole et le sens de la parole. Vous parlez d'explosion, il y a un philosophe dont l'œuvre est traversée d'explosions et d'éclats de rire notamment, c'est Nietzsche. Nietzsche, dans le Zarathustra, tout au long de ses pérégrinations, nous invite à apprendre à rire, notamment des philosophes, qu'il appelle les prêtres masqués. Ce qui est tout à fait remarquable chez Nietzsche, c'est finalement peut-être beaucoup plus que tout ce qu'il dit du rire. Il y a des proclamations sur la nécessité de rire, il faut apprendre à rire, le philosophe doit apprendre à rire. Ce qui est tout à fait peut-être essentiel chez Nietzsche, c'est que le rire est finalement silencieux et caché. C'est la puissance silencieuse de la dislocation du langage et de la dislocation des images qui est, je crois, l'essentiel de ce qu'il y a de la puissance dérisoire ou rieuse ou riante de Nietzsche. Et de ce point de vue, moi je suis enclin à penser que il y a encore des tas de choses à chercher dans Nietzsche. C'est Bataille qui disait qu'il y avait beaucoup à deviner. Mais je crois que toute l'œuvre de Nietzsche, ce qu'il y a tout à fait nouveau chez Nietzsche, c'est que la philosophie, et nous ne sommes peut-être pas encore suffisamment mûrs pour ça, la philosophie devient devinette. Nous ne sommes pas suffisamment enfants. Je pense que tout ce que nous pouvons dire encore sur le rire de Nietzsche est encore insuffisant parce que Nietzsche est en avant de nous. Pister le rire chez Nietzsche devrait nous amener à lire la langue allemande et lire le texte de Nietzsche un peu comme nous Français, nous lisons Léris ou Ponge. C'est-à-dire voir dans Nietzsche un langage-tangage de la langue philosophique. C'est ainsi que lorsque Nietzsche utilise par exemple le terme d'Überwinden pour dépasser, n'est-ce pas, c'est ce terme qu'on traduit par dépasser, n'est-ce pas, eh bien je pense qu'il faudrait entendre la résonance, n'est-ce pas, l'écho du mot, l'allitération, le petit bruit, n'est-ce pas, du vent, c'est-à-dire Wind en allemand. Et c'est ainsi que Nietzsche nous demande tout simplement d'éventer les choses. L'importance du vent chez Nietzsche, c'est quelque chose d'absolument décisif. Puis le vent, c'est ce qui disperse. Donc le vent est certainement une puissance, en quelque sorte,
une puissance complice du rire, la puissance de dispersion en quelque sorte du rire qui va disloquer le langage et qui va travailler le sens collé aux mots pour faire déraper les mots dans des significations qu'ils ne retenaient pas. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, qu'il faut essayer de comprendre le tremblement de terre, n'est-ce pas, qui revient sans cesse dans la langue de Nietzsche et dans la pensée de Nietzsche. Faire trembler les mots, faire trembler leur sens, faire trembler les vérités et précisément sous le coup de cette espèce de d'ébranlement de la signification. Et donc le rire serait dans la langue. Alors dans cette direction, il faudrait penser que ce qui fait la force extraordinaire de cette espèce de philosophie, de dépassement philosophique de Nietzsche, n'est-ce pas, de ce Über, de même, ce serait quelque chose, Überwinden, Übermensch, ce serait quelque chose qui nous conduirait à solliciter l'unicité de sens même du mot du préfixe Über en allemand. Et Über, c'est pas simplement ce qui est au-dessus, et surtout pas ce qui est au-dessus, mais ça joue avec cet au-dessus, c'est ce qui est à travers. Übergang, c'est ce qui passe à travers. Et passer à travers, c'est précisément, pas, à travers bien et mal en quelque sorte, n'est-ce pas, entre bien et mal, n'est-ce pas, entre les choses, entre les hommes. Et peut-être que la vérité profonde de Nietzsche, et le rire de Nietzsche, c'est cette puissance de traverser des vérités et de traverser des hommes. Le rire, pourquoi le rire est-il essentiel chez Nietzsche? Parce que le rire, c'est cette espèce, c'est l'air que nous respirons ou que nous inspirons et qui sépare et rapproche les hommes quand ils parlent, quand ils vivent, quand ils dansent. Le rire est entre le tragique et le comique. Il est cette puissance d'ébranlement aussi bien de ce que l'on croit être le tragique que ce que l'on croit être le comique. Il est l'insécurité des genres, l'insécurité des êtres, cette espèce de puissance animale, de puissance sauvage, ce que Nietzsche appelle la Was heißt wild, n'est-ce pas, la sagesse sauvage, qui voyou, qui refuse de se fixer dans des valeurs établies. S'il est une puissance d'ébranlement des vérités établies, des certitudes installées, serait donc également une force d'affirmation, une force de jubilation au service de l'amor fati. Tout à fait. L'amor fati, c'est l'amour du rire jusqu'à en mourir. Et comme dit Victor Hugo aussi bien, quand on dit mourir, l'écho répond rire. Et peut-être que c'est cette espèce d'ambiguïté, cette vérité de la tête de mort, qui est la vérité profonde de la vie, toujours liée à la mort et liée à la conscience profonde, n'est-ce pas, de la fragilité de la vie. L'un des derniers poèmes de Nietzsche, un des Dithyrambes de Nisac, précisément, porte comme titre Yorick gitan. Et si Nietzsche éprouve le besoin de se représenter en quelque sorte lui-même sous la forme d'un pendu, Yorick gitan, c'est qu'il pense à cette rencontre de Hamlet dans le cimetière avec le fameux crâne de Yorick, le fou du roi. Et le fou du roi, mort, la tête de mort du fou du roi, c'est véritablement le secret obscur de toute la misère du monde et en même temps de la seule possibilité de ne pas trahir cette misère, mais en même temps de ne pas céder à cette misère, c'est celle du rire de la tête de mort. La tête de mort garde le rire. Il y a longtemps que les vieux dieux se sont éteints. Et en vérité, ils eurent une bonne et joyeuse mort, pour des dieux. Ils ne sont pas entrés dans le crépuscule pour mourir, on ment quand on le dit. Bien plutôt, ils sont tout simplement morts de rire. C'est ce qui arriva lorsqu'un dieu lui-même prononça la parole la plus impie, « Il n'y a qu'un seul Dieu, tu n'auras d'autre Dieu que moi ». Cette vieille barbe méchante de Dieu, ce Dieu jaloux, s'est donc oublié à ce point. Et alors, tous les dieux ont pouffé et se sont écriés en vacillant sur leur chaise, « N'est-ce pas justement le propre du divin qu'il n'y ait pas un Dieu, mais des dieux ?» Que celui qui a des oreilles entende. Ainsi parlait Zarathustra. Le rire chez Nietzsche est essentiellement lié au sacré, si vous voulez, mais à un sacré que j'appellerais massacrant.
c'est-à-dire un sacré qui suppose précisément l'explosion de la divinité. Lorsque Nietzsche dit que lorsqu'un dieu dit « je suis le seul », tous les autres se mirent à rire et ils moururent, et c'est à ce moment-là que les dieux moururent, ce que Nietzsche veut dire, c'est que le polythéisme est véritablement tout à la fois la mort de Dieu et l'affirmation du divin, et de la multiplicité singulière du divin. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est que le rire? C'est le mourir de Dieu en tant qu'affirmation dispersée des singularités divines, c'est-à-dire des hommes. Or cela, Nietzsche l'a trouvé chez les Grecs. Il l'a trouvé dans le polythéisme grec. Il y a un aphorisme, l'aphorisme 143 du Gai Savoir, où Nietzsche pointe très précisément cette importance décisive du polythéisme pour l'affirmation et pour l'apprentissage de la singularité libre. Et ce polythéisme est donc la condition de possibilité de l'affirmation de l'homme moderne, et on pourrait dire de l'homme moderne en tant qu'il est débarrassé de toutes les unités transcendantes de pouvoir qu'il régisse et de toutes les unités immanentes, c'est-à-dire l'homme moderne démocrate. Et on peut aller jusqu'à dire que la philosophie profonde de Nietzsche est une philosophie qui suppose l'affirmation divine des singularités libres, c'est-à-dire l'affirmation d'un peuple de Dieu et d'un peuple d'hommes élevés à la divinité dans la maîtrise singulière de leur liberté et de leur possibilité d'affirmer la vie. C'était Le Rire et le Sacré par Pascal Lebrun-Cordy avec la participation de Jean Morel. Texte lu par Guillaume Orsat, chargé de réalisation Brigitte Mazir. Demain, le rire après la mort de Dieu.